Elle est une figure emblématique de la résilience et du militantisme. Ancienne militaire, elle est l'une des 9000 victimes de la purge LGBT par le gouvernement canadien. 9000 personnes licenciées de leur emploi en raison de qui elles aimaient ou du genre qui elles s'identifiaient. Comme ces 9000 personnes, sa vie a été marquée pour toujours, mais elle s'est révélée et elle s'est relevée. Et ainsi naît son militantisme. À Affirmation, donc, on reçoit aujourd'hui Martine Roy, un témoignage de combat pour la dignité. Allô, Martine Roy. Bienvenue à Affirmation. Bonjour, Denis Martin. Alors, tu es née à Montréal en 1963. Comment décrirais-tu la petite Martine Roy? Oh mon Dieu, mais moi, j'ai été très attendue. Ah ouais? Parce que semblerait qu'on ait essayé pendant 7 ans de m'avoir. Ah ouais. Ils ont dû travailler très fort. Et on voulait un petit frère parce que j'avais 2 sœurs. Alors, on a eu un peu des deux. À la fin de la journée, c'est ça que je pense. Mais j'ai eu une très belle enfance. Mon père était cinéaste à l'Office national du film. Ma mère a travaillé pour Radio-Canada. J'avais 2 grandes sœurs, 7 et 9 ans de plus que moi. Belle famille, on ciné beaucoup, on était beaucoup en famille. Alors, du côté de ma mère, il y avait Saint-Zotique. Du côté de mon père, c'était Saint-Bruno, Saint-Marguerite, Métis-sur-Mer. Alors, une enfance que j'ai trouvée vraiment un peu Alice au pays des merveilles. Ouais. Comme ça, je voyais ça. Ouais. Quand même. Donc, tu étais le bébé de la famille? Et voilà, oui. Petit bébé gâté un peu? Pas mal. Écoute, je saute toujours sur cette question-là, mais je vais aller plutôt avec toi. Ouais. Quand et comment as-tu réalisé que tu étais attirée par les femmes? Mais j'étais très jeune, mais tu vois, mon père, vu qu'il était à l'Office national du film, faisait des films et tout ça, des tournages. Alors, il y a beaucoup de monde qui venait chez nous. Et même, à un moment donné, il a décidé de faire de la voile. Alors là, tu avais les gens de la voile et tout. Puis j'étais toujours attirée vers les femmes qui étaient amies de ma mère et tout ça. J'osais pas rien dire, mais je les aimais beaucoup. Tu les trouvais belles? Ah, je les trouvais tellement belles. Et ma mère aussi était très belle. Mes sœurs, tu sais, c'était très important. Alors, ça a commencé jeune, mais je me suis pas avouée avant d'avoir 17 ans. 17 ans. Ouais. Donc, tu grandis dans une famille aimante. Tu étais attiré par des femmes, mais bon, tu vis à peu près avec ça comme si de rien n'était, mais à un moment donné, à 17 ans, donc, tu te l'avoues, comment ça s'est passé? Comment tu t'es rendu compte qu'il faut que je vive avec ça, là? Ben, c'est un peu comique comme histoire, parce que j'étais chez moi, j'avais justement là, 17 ans, et ma cousine s'occupait de moi parce que mes parents étaient partis faire un tournage en Europe. Puis elle avait juste 1 an ou 2 de plus que moi, là, mais c'était pour avoir quelqu'un avec moi en même temps. Et moi, j'étais encore au secondaire, je finissais le secondaire, et c'est un peu fou. Un garçon qui est venu... qui était ami de ma cousine, qui est venu chez nous, puis je suis tombée en amour avec lui. Ah, avec le garçon. Avec le garçon. Je voyais déjà quelqu'un pour ma graduation. Puis là, je vois lui, et j'ai flushé mon chum. Là, je voulais sortir avec lui. Et comme de fait, on a commencé à sortir ensemble. Tu sais, puis c'était vraiment... On n'était pas hyper actifs, là. C'était plus vraiment une relation. On s'entendait vraiment bien. On pourrait dire platonique, mais platonique voudrait dire autre chose parce que c'était... Ben, genre un peu, là. Hein? Et finalement, pour découvrir que mes 2 meilleurs amis ont commencé à sortir ensemble, qui étaient gays, et que lui a commencé à sortir avec son patron, qui était un homme. Alors, je me suis fait laisser pour un homme. Et c'est un peu là que j'ai fait, c'est drôle, tout le monde est en train de devenir gay autour de moi. Et alors, je savais prendre une pause en Floride. J'ai trouvé un job là-bas et tout ça pour réfléchir. Puis finalement, je suis revenue, puis j'ai décidé de sortir dans les bars de femmes lesbiennes. Puis j'ai eu ma première aventure comme ça. Bon, comment ton entourage, commençons par tes parents, comment ont-ils réagi quand tu leur as dit? Parce qu'éventuellement, tu leur as dit, j'imagine. Je leur ai dit éventuellement, mais ma mère et moi, on s'entendait vraiment pas bien en général à ce moment-là. J'étais en pleine crise d'adolescence.
Moi, j'étais rentrée au cégep plus jeune, tu sais, que d'habitude, que les autres. Et je m'étais bien amusée très jeune. J'allais au printemps des cégeps sans avoir eu la permission et tout ça. Alors, ma mère était pas contente. T'étais tannante, hein? Ah oui, j'étais très, très tannante. J'avais beaucoup de plaisir. J'étais au cégep Montmorency. Et j'étais à la radio. Je faisais une émission de radio. J'étais au café étudiant. J'étais dans l'association étudiante. Mais j'étais pas en classe. Ah. C'est ça le problème. J'aimais pas étudier plus qu'il faut. J'aimais plus avoir du plaisir puis faire d'autres choses. Finalement, j'ai commencé le cégep en cinéma pour être comme mon père. Mais c'était vraiment... j'étais vraiment pas bonne. Mais j'étais pas bonne du tout. Et finalement, j'étais allée en psychologie. OK. Ouais. Puis j'ai pas aimé ça. Et j'ai changé pour le cégep pour le collège Jean de Brébeuf. Quand même. Non, quand même, hein? Mm-hmm. Là, j'étais allée en droit politique. Et là, j'ai vraiment, vraiment pas aimé ça. C'était horrible, c'était vraiment... Puis, tu sais, les gens parlaient français en classe, mais anglais dans les corridors, puis c'était tellement snob, puis les professeurs, là... Fait que t'étais vraiment une rebelle. Ouais. Une rebelle envers tout, et personnellement ta mère, mais quand tu lui as dit « Maman, j'aime les femmes », qu'est-ce qui s'est passé? Ah, elle a vraiment, là... Moi, c'était comme un peu pour la provoquer. Ah bon? J'étais pas sûre à 100%, mais elle me demande où j'allais. Et ce soir-là, j'allais au Zut à l'art. Et le Zut à l'art, dans ce temps-là, c'était un bar de lesbiennes qu'il y avait dans l'ouest de Montréal. Tu descendais en bas, il y avait des grosses groves sur les murs et tout ça. Et elle dit, c'est quoi cette place-là? Ben, je dis, c'est un bar de lesbiennes. Ah ben là, elle a échappé son mascara. Là, j'ai dit, c'est quoi qui est mieux, tu sais, d'être avec un homme ou avec une femme? Moi, je la vois pas, la différence. À ce moment-là, mais elle la voyait. Pour elle, c'était, tu vas avoir une vie difficile, le monde va te pointer du doigt. Tu sais, c'était comme vraiment dramatique. Mais c'est pas faux quand même. Non, elle avait totalement raison. Elle avait tellement raison. Ouais. Elle avait tellement raison. Puis je comprends aujourd'hui, en tant que mère, je peux mieux saisir justement ses propos du temps, comment qu'elle était inquiète. Mais ton père, ça s'est bien passé? Ben oui, mon père, tu sais, il était un cinéaste. Mon père, c'était un artiste. À l'ONF, il y avait beaucoup d'homosexuels. Tu sais, c'était comme lui, il n'y avait pas de question. Et pourtant, il travaillait pour le gouvernement canadien. Ouais. Il était un fonctionnaire à la fin de la journée, mais très, très ouvert. Mon père m'a toujours défendu. Pour lui, ça n'a jamais été un problème ou tu sais, quelque chose qu'il avait à me rejeter pour du tout. Alors, ça rendait un peu ma mère folle, ça. Parce qu'il était tellement... mon père était très ouvert. Je vais t'amener à l'idée de... En fait, ton choix d'aller dans les forces canadiennes, c'est en 83. Donc, tu as 20 ans à peu près. Qu'est-ce qui t'attirait dans la vie militaire? Mais c'était pas nécessairement la vie militaire. Puis, tu vois, c'est fou, je me rappelle de ce moment-là. Ouais. Je suis dans la cave chez mes parents, c'est fini tout ça, puis il y a un téléphone, puis il y a un gros bottin de téléphone, parce que je me cherche. Qu'est-ce que je vais faire de moi, tu sais? Puis j'ai comme 18 ans. Puis il n'y a rien que... Et là, je dis, moi, je veux aider les gens. Alors, je m'étais même dit, hey, moi, j'aimerais ça aller avec le Médecins sans frontières, quelque chose comme ça. Alors, j'ai commencé à regarder ça, mais j'avais pas les connaissances, j'avais pas les compétences, j'avais rien de ça. Et donc, et mon père était très inquiet pour moi. Tu sais, quand tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire, ben tu fais rien, puis tu te retrouves juste à... Et finalement, j'ai appliqué à la GRC, à l'Armée canadienne et à Katimavik. OK, les trois en même temps. Oui. Et j'ai été acceptée par les trois. Et comme bonne jeune de 18 ans, j'ai choisi Katimavik. OK. Alors, je me suis dit, ça a l'air cool, ça. Tu sais, t'as avec un groupe de jeunes, c'est 9 mois, puis ils donnent 1 000 $. Dans ce temps-là, 1 000 $, c'était beaucoup. C'était un gros montant, puis tout ça. Alors, j'avais embarqué. Puis je trouvais ça moins dogmatique, moins
rigide que la GRC, puis L'armée encore que plus, l'armée. ouais. Là, et je vais toujours me rappeler, ils nous ont envoyés à Cold Lake, en Alberta. Oh boy! OK? Oui, je sais ce que c'est loin un peu. C'est loin, c'est à 300 km, je pense, au Calgary, de Calgary. D'Edmonton. Ouais. Edmonton, c'est Ouais. au nord, là. Ouais. Il n'y a rien. Alors, ça a été un choc. Puis c'est là que j'ai dit aux gens là-bas, l'armée m'a appelé. Parce que moi, je voulais juste revenir chez nous. Puis d'ailleurs, dans ce temps-là, je fréquentais Suzanne Gérard, Ah! celle qui a fait Diversité. Ah oui! Oui, puis elle m'avait dit, elle voulait pas que j'aille dans l'armée parce que justement, sa famille, elle avait vécu ça. Puis elle m'avait dit, va pas dans l'armée. Puis d'ailleurs, quand j'étais revenue de Katimavik, j'étais allée direct chez elle. Dans ce temps-là, elle était avec Louise Roy. Ah, OK. Mais finalement, tu es allé à l'armée. Oui. J'ai pas eu le choix. Ah, OK. Parce que vu que j'avais dit que l'armée m'avait appelé, mon père, il a entendu ça, il avait appelé, il a téléphoné à Katimavik pour avoir de mes nouvelles. Puis là, ils lui ont dit, ben non, l'armée l'a appelé. Là, il est parti à rire parce qu'il n'y a pas de circoncision. Ça n'existe pas. On n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé d'aller dans l'armée. Et là, finalement, il m'a retrouvé à Montréal. Puis il a dit, viens-t'en, on va aller te signer dans l'armée. OK. Et j'écoutais mon père. Donc, tu t'es enrôlé. Savais-tu à ce moment-là qu'il y avait une purge, qu'on appelle la purge LGBT, qui était active au Canada? J'avais aucune idée. Moi, il m'avait dit, fallait pas que tu sois criminel. Fallait pas que tu sois communiste. J'avais jamais entendu dire fallait pas que tu sois homosexuel. OK? C'était pas... Il n'y a pas personne qui m'a demandé t'es-tu homosexuel? J'avais aucune idée de ça. Je m'en suis pas du tout rendu compte au début. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit t'as pas le droit, c'est illégal, il faut que tu te caches. Ah bon? Ouais, puis c'était pas un bon moment qu'il me dise ça, j'avais vraiment embarqué, là. Ça me tentait pas de m'en aller, là. T'sais. C'est quand même étonnant, parce qu'on est dans les années 80, on avait déjà décriminalisé l'homosexualité en 69, et il y a eu aussi les lois au Québec, un peu partout au pays, qui... la première Charte des droits et libertés. Oui, la Charte, effectivement, et encore l'armée faisait ça. Oui, l'armée, elle a continué à faire ça 23 ans après 1969. Quand même. Parce que même quand il a dit on décriminalise l'homosexualité, Pierre-Éliott Trudeau, les militaires ils ont dit non, nous autres, on a nos lois à nous. Mais pas juste les militaires, la GRC et la fonction publique. C'est ça qu'on dit pas. C'est pas juste l'armée. C'est ça. On pointe toujours du doigt l'armée parce que les personnes qui se battent, qui sont battues comme toi, sont des anciens ou des anciennes militaires, mais il y avait aussi des anciens de la GRC et des gens aussi de la fonction publique. Bien, il y en a un, Paul Richard, qui est à la Maison des REL. Bien, lui, c'était de la fonction publique. Oui. Et c'est grâce à lui, indirectement, que j'ai décidé de me battre. Oui. Parce que j'y croyais pas. Mais lui, il y croyait très fort. Alors, comment ça se... Juste rapidement, comment est-ce qu'il faisait les forces pour découvrir qui était lesbienne, homosexuelle? Comment ça marchait? Il nous suivait. Okay. Il nous suivait, il nous prenait en photo, il nous enregistrait. Moi, ils sont venus, tu vois, j'étais en exercice comme adjointe médicale. Alors, on simulait comme si on était à la guerre. Et tu avais des gens qui étaient des blessés, puis tu avais des gens qui te soignaient. Et moi, j'étais une blessée. Et là, tout d'un coup, il y a une auto qui arrive dans le champ. Qui a de l'air d'une auto de personnes civiles. C'est pas une auto militaire et tout. Puis aussi, ils ont les cheveux longs. Ils n'ont pas de l'air des militaires. Dans ma tête, à moi, c'est des touristes qui sont perdus. Et là, on m'appelle « Soldat Roi, venez ici. » Allez avec eux. Alors, dans ma tête, ça continue à se dire « ils sont perdus, ils veulent que je les sorte d'ici. » Et c'est là que je me rends compte que je suis en état d'arrestation. On me dit pas pourquoi. On m'amène dans une petite cabane que je savais même pas qu'elle existait près de l'aéroport. On m'installe là dans une salle avec une grosse lumière et j'attends. Et je ne sais pas pourquoi je suis là. Et là, finalement, ils me disent vous êtes seul. Là, ils rentrent dans le bureau, c'est 2 hommes. Après ça, il y a mon professeur d'anglais qui rentre. Puis là, il me dit savez-vous pourquoi vous êtes ici? Mais je dis non. Il dit, vous êtes accusé d'homosexualité, ce qui est un crime. Puis il me dit la loi et tout ça. Puis là, je leur dis, ben non. Puis là, il commence à me poser des questions. Où étiez-vous? Avec qui étiez-vous? Telle journée, telle fois. Vous êtes allé à Toronto, vous êtes allé à
Ils ont tout. Ça, à la fin de la journée, moi, je suis comme, ben non, c'est une erreur. Je le ferai plus jamais. Je suis hétérosexuelle. Tu sais, t'essaies de te sortir de ça, là. C'est la panique. C'est la panique. Il y a le feu dans la maison. Et là, ils me disent, si vous êtes honnête, on va vous garder. Alors, c'est là que j'ai avoué, ah oui, mais je suis désolée, mais je vous jure, je suis prête à être réhabilitée, là. Tu sais, moi, j'avais vraiment embarqué, là. J'étais dans l'armée, là. J'avais mis la sueur de mon front, là. J'avais passé au travers de quelque chose de vraiment difficile. J'en revenais pas que j'étais pour perdre ça pour mon orientation sexuelle ou la personne que j'aime. Je vais reprendre ce que tu as déjà dit. C'est... J'ai été détruite. Ça m'a traumatisé pour toujours. Comment tu as vécu ça? Cette journée-là, là? Bien, c'est ça, c'est difficile à établir parce que c'était tellement traumatisant que je me rappelle être dans la salle, je me rappelle que c'était surtout des hommes, puis qu'il y avait une femme, puis je me rappelle avoir dit, puis elle, combien de vous avez-vous couché avec elle, tu sais? Parce que ça, c'était correct. J'étais comme en... J'en revenais pas, là. Le plancher venait de s'ouvrir en dessous de mes pieds. Pour moi. Mais il faut comprendre aussi les circonstances. C'est que là, en plus, on venait de me réoffrir un nouveau contrat. Moi, on m'avait dit tout était correct, là. Ouais. On me gardait, là. J'avais vu juste un psychiatre et tout ça, là. On m'avait dit, tu restes dans l'armée, on te donne un nouveau contrat, tu signes pour 3 ans. Alors, c'était comme doublement dur, là. C'était pas juste, je savais que j'avais été enquêtée. Moi, c'était réglé, ça. Pour moi, c'était la fin. C'était la honte totale. Puis, envers moi-même, je venais de m'abandonner, là. Je venais de me saboter. On t'a donné une étiquette que tu étais une menace à la sécurité. C'est gros, là, pour justifier ton licenciement. C'est très gros, puis c'est surtout quand tu as décidé d'aller servir ton pays, puis vraiment travailler vraiment fort pour te faire répondre ça. Oui, c'était très... J'aimerais qu'on parle de, concrètement, c'est une blessure, puis comment ça s'est répercuté dans ta vie après ce moment-là? Bien, c'est parce que ça a perduré. Après, premièrement, moi, je suis revenue à Montréal. Je ne voulais pas aller rester chez mes parents, chez personne. C'était la honte. Et je me suis retrouvée à travailler au Funambule. Je ne sais pas si tu te rappelles du Funambule. C'était sur la rue Saint-Denis. C'était un café. Oui. Roy et Saint-Denis. Et je faisais la vaisselle. Et le fromage et tout ça. Puis dans ce temps-là, tu sais, le chômage, c'était pas vraiment évident. Puis, vu que j'avais été congédiée, c'était encore moins évident. Et là, la première chose qui est venue, c'était la drogue. C'était, tu sais, j'ai revu des amis avec qui je m'étais tenue. Il y en a une qui, justement, était vraiment là-dedans, là, comme il faut. Alors, je suis partie avec elle, là, tu sais, je suis vraiment... Et là, ça a été la cocaïne. Après ça, ça a été l'héroïne. Ça a été vraiment... Puis je me rappelle, à un moment donné, je vivais dans un appartement qui n'avait pas d'électricité, pas de frigidaire. Tu sais, on vivait de nuit. Oui. C'est une descente aux enfers, qu'on pourrait dire. Totalement. Moi, je te le dis, des fois, il ne faut pas que j'y pense. Ah oui. Parce que si j'y pense, là, je suis comme « wow ». Puis là, plus j'y pense, plus je me remémore des choses. Tu sais, j'étais même prête à aller vendre un radio, tu sais, pour aller chercher de la drogue. C'était n'importe quoi, là. C'était vraiment... T'étais accro. Tellement, là. Puis ça a été vite. Ouais. Très, très vite. Tu sais, Anna, ça te rend du temps. Moi, ça a été, là, tout de suite, rapide. Et c'est là que mes parents ont envoyé des gens me chercher dans la rue. Puis, ils m'ont ramené chez mes parents. Puis là, mes parents m'ont fait écouter une mère qui avait eu sa fille qui était allée à Portage, puis comment la mère, elle s'était sentie et tout. Puis là, moi... Portage, ça, c'est un centre de réhabilitation? Exact, OK. Ouais. Et là, moi, ça m'avait touché, ça m'avait marqué, mais j'étais trop fière pour dire hey, « j'ai besoin d'aide ». Donc, j'ai continué. Et finalement, j'ai levé la main. Puis, je suis allée à Portage. Et je rentrais à Portage en 80... Tu vois, l'armée m'a jeté dehors en 85.
Puis je suis rentrée à Portage début 87. Là. Mm. Alors, ça n'a pas été très long. Ma descente aux enfers. Puis j'ai fait un programme d'1 an et demi Quand à même. Portage. Ouais. Mais même à Portage, j'ai été discriminée. Ah oui, pourquoi? Parce que tu étais lesbienne? Oui. Oui. Oui, finalement, j'ai fait mon programme là, j'ai gradué, tout ça, puis j'ai été travailler à l'extérieur. Je travaillais pour Post Canada. Et Portage m'a offert un emploi. J'ai dit, why not? Encore une fois, le petit côté qui va aller aider les gens. Mhm. Je trouvais que livrer la poste, ça me donnait pas cette satisfaction-là. Et on m'offrait un travail qui était la moitié du salaire, mais qui pourrait justement me donner le sentiment que j'aide les autres. Puis vu qu'il y avait du monde qui m'avait aidé, puis je m'en étais sortie, je me disais, voici ma belle opportunité d'aller aider du monde. Et c'est ça que j'étais allée faire, mais je ne pouvais pas travailler au Lac Éco, où est-ce qu'il est Portage, au Québec, Ouais. parce que le directeur ne voulait pas une personne gay comme membre du personnel. Alors, la maison mère m'avait envoyé en Ontario. Pendant 1 mois, j'ai travaillé là. J'ai été travailler en Italie. J'ai travaillé un peu partout. Puis finalement, ils ont congédié le directeur qui pensait comme ça. Ah ouais. Et j'ai travaillé au Lac Éco. Tu sais, on recule il n'y a pas longtemps quand même. Hein. C'est incroyable que c'était comme ça. Mais Martine, comment tu as vécu tout ça? Il faut quand même le dire, là, tu as été humiliée, Mm-hmm. tu as été rejetée et tu t'es reconstruite. Tranquillement. Ça a été difficile parce que, comme je te dis, vu que j'étais... Tu vois, j'avais été rejetée, puis là, je me suis allée me mettre encore dans la gueule du loup pour être rejetée quand je travaillais pour Portage. Alors, c'était tout le temps ce traumatisme-là que d'être homosexuel, c'était quelque chose de mauvais, c'était quelque chose de méchant, c'était quelque chose de honteux. C'était difficile, tu sais, ça allait à l'encontre. Moi, j'ai trouvé ça très dur. J'étais très parano par rapport à perdre mon emploi. Sur n'importe où je travaillais, j'étais sûre que j'étais pour perdre mon emploi. Ça m'avait marqué. Ça a pris jusqu'en 99 avant que je trouve un emploi où j'étais vraiment bien. Puis il faut dire que dans tout ça, tu aurais pu rechuter et tu l'as pas fait. Tu étais capable de rester sobre tout ce temps-là, malgré exact. tout ça. Ouais. J'aimerais faire une petite incursion parce que tu as travaillé pendant un petit bout à Juste pour rire. Mm-hmm. Je sais qu'on peut pas tout divulguer, mais tu as subi une agression en 87 par la personne qu'on connaît tous. Pas en 87, c'est en 1995. 95, excuse-moi, Ouais. j'avais les mauvaises dates ici. C'est bon. Alors, puis tu fais partie maintenant du groupe des Courageuses. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Parce que c'est quand même une autre agression, une autre humiliation. Bien, c'est ça, puis c'est la famille, là. C'est ça qui est très, très dur. Oui, parce que c'était le mari de ma sœur qui était là pendant plus qu'une 30aine d'années dans ma famille. J'ai des neveux, j'ai même un filleul là-dedans. Ça, c'est très difficile, surtout qu'on attend le jugement. Oui. Alors, on ne sait pas. Ça a été 10 mois de cours, 60 jours en cours, 60 témoins. Ça, c'est tout à fait récent parce que la cause était récente, mais c'est quand même quelque chose que tu as vécu au moment où tu essaies de te reconstruire. Exact. Et j'ai quitté pour ça. Je suis partie vivre au Nouveau-Brunswick après que ça soit produit. Oui. Pour justement être loin de tout ça. Être loin de Juste pour rire, des regards, des gens, ma famille. D'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à travailler pour IBM. Oui, puis c'est là où les choses ont commencé à évoluer pour toi, parce que IBM était une entreprise qui était ouverte. Complètement inclusive, qui avait justement une politique d'inclusion depuis 1953. Quand même. Je n'étais même pas née. Moi non plus. C'est bon. Ouais. Ah ouais. Ouais, donc c'était pour moi... Parce que, tu sais, j'avais fait, comme tu dis, Juste pour rire, là, puis tu sais, quand même, c'est Juste pour rire. Mais même là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu sais, j'ai travaillé à différents endroits, mais je trouvais pas ma place, je trouvais pas ma sécurité. Mais chez IBM, quand j'étais arrivée là, j'étais un niveau 2, j'étais engagée sous contrat, j'étais même pas permanente. Puis il fallait que je fasse mes preuves, puis j'avais aucune connaissance en informatique. Wow. Alors, c'est eux qui t'enseignent. Et c'est comme ça que j'ai réussi à monter les échelons puis à gagner justement cette confiance en soi qui est si importante puis qu'on m'avait enlevée indirectement. Tu sais. Mais tu as quand même contribué à créer chez IBM un groupe LGBT.
Oui, j'ai commencé par créer au Nouveau-Brunswick le groupe LGBT en 2000. Et parce qu'il n'y en avait pas là-bas. Et parce que j'ai habité de 1998 à 2005 au Nouveau-Brunswick. Et quand je suis arrivée au Québec en 2005, il n'y en avait pas au Québec, imagine. J'en revenais pas. Puis on avait les Gay Games qui s'en venaient en 2006. Ouais. Alors, c'était... j'ai parti le regroupement au Québec à ce moment-là, en 2006. Et en 2008, j'ai parti Fierté au Travail Canada avec 7 autres collègues. Qui est une copie un peu de Out and Equal qui est aux États-Unis et que nos corporations comme IBM, Xerox nous envoyaient pour nous remercier de s'être impliqués dans les regroupements. C'est quand même quelque chose, partir un organisme pan-canadien. Puis c'est gros maintenant, Fierté au Travail Canada. Exact. Puis c'est vraiment génial parce que ça engage des amis. Tu sais, Florence Gagnon travaille là. Cynthia Esserick est rendue qu'elle travaille là. Ouais. Alors, tu sais, d'avoir fondé quelque chose qui aujourd'hui, aide toutes les compagnies, aide les gens, aide à l'inclusion, tu sais, de la dignité. Tu l'as dit au début, là, moi, ce mot-là, là, il est très important en ce moment, la dignité. T'as créé et t'es plus là maintenant, mais quand tu regardes, tu dois être fier. Très fier, oui, très fier. Mais je m'étais accrochée, j'ai été là 10 ans. Ah oui, quand même. 10 ans sur le conseil d'administration, oui. Je voulais être sûre que ça fonctionne, puis je voulais être sûre que c'était aussi francophone. Oui, puis ça, c'est important aussi pour toi qu'il y ait du français, puis on va y revenir. Juste rapidement, parce que c'est pas que il nous reste un petit peu de temps dans cette première partie, mais en même temps, tu as changé d'emploi, tu t'es retrouvé à la TD en charge de tout ce qu'on appelle la diversité aussi. Oui, exact. Tu étais là combien de temps? 6 ans. C'est quelque chose, là, parce que tu as fait le tour du Canada. Oui, non, 6 ans. Puis je pense que c'était bien. Je pense que j'ai donné une autre vision aux gens de la TD. J'ai réussi à aider des gens et tout ça. Mais ça reste une corporation. Mm-hmm. Puis moi, quand j'ai laissé IBM, je voulais arrêter d'être en corporation. Ben oui. On a dit de toi que tu étais une actrice de changement parce que en 2017, tu as été une des initiatrices de ce qu'on appelle du recours collectif contre le gouvernement fédéral. Parce que vous vouliez des choses, il fallait que les choses changent. Comment ça s'est fait tout ça? Comment ça s'est... C'est parce que, tu sais, il faut comprendre que en 1992, Michel Douglas puis 3 autres personnes, n'étaient pas toutes seules, Mm-hmm. là. Il y avait 3 autres personnes, ont réussi à enlever la politique CF, là, qui disait que c'était un homosexuel, c'était criminel. Sur cette politique-là, elle a été enlevée en 92, ce qui était bien pour les gens qui étaient pour joindre après, mais ça n'a jamais parlé de nous. Ça n'a jamais parlé, puis moi, je ne pensais pas qu'il y avait 9000 personnes. Mais je trouvais pas que ça faisait du sens qu'on avait laissé les gens comme ça après les avoir congédiés, les avoir interrogés, les avoir traumatisés. Je comprenais pas que personne s'excusait de ça, personne réparait ça, ou même juste le dire que ça s'est passé. Oui. Parce que toi, tu as vécu un interrogatoire assez épouvantable, comme tu l'as décrit, mais il y avait cette espèce de machine à fruits, le fruit machine. Exact. C'était quoi ça? Bien, ça, c'était surtout pour les hommes. Ouais. Ça avait été dans les années 60 et 70. Et c'est un docteur de Carleton University qui était à Ottawa. Imagine, j'ai étudié là, moi aussi. Bien, tu vois, alors de cette université-là qui s'appelle Dr. Wake, oui. qui a été engagé, puis il est allé aux États-Unis, il est revenu, puis il a créé cette machine-là que tu mettais sur le bout des doigts. Puis là, il projetait des photos d'hommes nus, puis il regardait les pupilles des hommes. Puis dépendant de comment la pupille se dilatait, il pouvait dire que tu étais gay ou pas. Et tu avais un homme de la GRC qui essayait d'être comique, qui avait appelé ça « The Fruit Machine ». Ça l'a accroché. Wow. Mais ça n'a jamais fonctionné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez été donc plusieurs regroupements de personnes qui ont dit « on en a assez, on veut avoir une réparation, du moins, pour ceux qui ont été mis à la porte, qui ont tout perdu. » Bien, il y a plusieurs personnes qui le faisaient tous un peu de leur côté, mais ça ne fonctionnait pas parce que vu que ça avait été réglé en 92, ça avait été réglé. Tu sais, alors, ils ne voulaient pas toucher à ça. Et c'est vraiment Paul Richard Steve Foster qui vient me chercher,
qui me dit, il faut que tu le rencontres. Alors, Paul Richard, c'était la personne qui était fonctionnaire, qui a perdu son job. Je pense qu'il était économiste, si je ne me trompe pas. Exact. Et il est toujours vivant. Il est à la maison d'RL. Puis Steve Foster, qui était à l'époque au Conseil québécois. Exact. LGBT, ouais. Qui était le directeur général du Conseil québécois. Puis il m'avait dit, hey, Martine, j'ai rencontré un homme, il a vécu la même chose que toi, puis lui, il veut des excuses. Alors, je vais être honnête avec toi, Martin. Moi, je suis partie à rire, parce qu'on oublie ça. Surtout, c'était l'ère Harper. Il n'y avait pas... Pas beaucoup de sympathie envers les communautés. Puis là, il m'avait fait sentir qu'il fallait vraiment que j'y aille. Alors, je suis allée. Puis quand j'ai vu, justement, Paul Richard, puis j'ai réalisé, il y a un autre, puis j'ai vu la grandeur, puis après ça, il y a même des femmes au Québec qui ont communiqué avec moi, ça arrivait de tous les côtés, j'ai fait une entrevue, là, il y a plus de monde qui sont sortis, là, à un moment donné, c'était comme, wow, là, c'est devenu gros. Alors, on a parti un regroupement qui s'appelait « On demande des excuses », puis tu avais justement des académiciens comme Gary Kingsman, Patricia Gentile, Carmen Poulain, Lynn Goutellier qui étaient là. Et tu avais des victimes qui avaient vécu la purge d'Harwood. Alors, on a monté une présentation pour demander des excuses en 2015. On est allé au Parlement. Mais il n'y a jamais personne qui en a parlé parce que c'était l'ère Harper, puis il n'y a pas personne qui a vraiment répondu à ça. Alors moi, ça a fait comme, je vous l'avais dit, on oublie ça. Et finalement, il y a EGAL, qui est un organisme... pan-canadien de défense des droits des personnes gays, lesbiennes et queer. Eux, ils sentent que c'est les libéraux qui vont rentrer et ils décident de monter un groupe qui s'appelle la Juste Société. Le Comité de la Juste Société. Et le Comité de la Juste Société monte 84 recommandations, nous contactent et disent « Hey, voulez-vous qu'on rajoute, on demande des excuses dans nos recommandations? » On dit oui. Là, il dit, y a-t-il quelqu'un qui pourrait venir au Parlement? On va aller donner justement les recommandations à Judy Rebel, qui était à ce moment-là la ministre de la Justice. Et on est allé au Parlement, puis là, c'était plus pareil. Là, c'était les libéraux qui étaient là. C'était plus ouvert. Beaucoup plus ouvert, une vraie conférence de presse et tout. Alors, on avait des grandes attentes. On pensait pas qu'on avait besoin de poursuivre personne. On s'attendait qu'il était pour mettre les choses en place. Et c'est là qu'ils ont nommé Randy Boissonneau. C'est là qu'ils ont parlé de faire un secrétariat. Je vais juste interrompre Randy Boissonneau pour que tout le monde le sache. Il était député de l'Alberta, bilingue, en fait, franco-albertain, et également gay. Oui. Alors, c'est sûr que c'était une porte d'entrée, là. Exact. Et c'est lui que j'ai rencontré, puis c'est comme ça qu'ils ont fondé le secrétariat, qui a commencé comme ça. Mais il ne bougeait pas sur les excuses. Ça, on avait fait ça en juin. En octobre, moi, je suis arrivée avec mon dossier. J'ai demandé à Douglas Elliott, j'ai dit, hey, est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose avec ça? C'est là qu'il y a eu l'idée d'un recours collectif. Et lui était en Ontario, sur lui, il fallait qu'il y ait une victime. Ouais. Et moi, j'étais au Québec, ça me prenait un avocat. Alors là, on m'a trouvé une avocate qui était Audrey Bachter, qui est rendue juge aujourd'hui, et qui était de IMK, qui a accepté de prendre mon dossier. Puis lui, il a trouvé Todd Ross pour représenter de son côté. Parce qu'il est avocat, lui, de Douglas, oui. Donc, il y a eu cette cause en justice. C'est quand même, à chaque fois, tu dois revivre ce que tu as vécu parce qu'il faut quand même convaincre les juges. Comment tu vis ça? Ça a été difficile. Ça a été dur parce que, oui, moi, j'avais enterré ça. C'était loin, là, puis dans un bureau, c'était serré à triple tour. Filière 13 en bas. Ah oui, mais tu sais, les gens ne voulaient pas en entendre parler. Pour le monde, c'était du passé. Les gens étaient comme, ben non, de la vieille histoire et tout. C'est seulement chez IBM qu'on m'a dit, hey, t'as vécu ça, vraiment? Alors, tu sais, qui a commencé à réallumer un peu. C'est vrai qu'on n'a rien fait. C'est vrai que c'est dur d'être dirigé par un gouvernement qui s'est toujours pas excusé et tout. So, ça a été, pour moi, important parce que c'était plus grand que moi. Pour moi, là, une personne qui a vécu la purge LGBT, là, c'est tout son entourage qui l'a vécu, puis c'est tout son écosystème qui l'a vécu. Ça laisse les gens aigris, ça laisse les gens malheureux, ça laisse les gens dans des états de...
Ça a De complètement... dépendance aux drogues, Ouais, de dépendance à l'alcool, puis il y a des gens qui sont suicidés. Exact. Il y a des gens qui ont eu le sida. Tu as toutes sortes de monde. Tu as des gens qui n'ont jamais voulu en parler. Même quand on a fait le recours collectif, tu as du monde que je connais qui n'ont pas appliqué parce qu'ils ne voulaient pas le dire. Ils ne voulaient pas retourner là. Ça a été très difficile pour le monde de vivre ça, de revivre ça, de reparler de ça. Et oui, on avait besoin de ces histoires-là pour convaincre la juge. Alors, tout le monde est venu. Le plus de monde qu'on connaissait qui sont venus justement témoigner en cours à la juge. Tu avais même l'histoire de 2 femmes qui avaient été dans un des magazines qu'on a au Québec, qui étaient Brigitte Nollet et sa conjointe, Louise, à ce moment-là. Ils étaient ensemble, eux, dans l'armée. Puis ont toutes les 2 été congédiés. Alors, leur histoire était forte de portée et elles sont venues témoigner justement en cours. Puis la chose qui est importante aussi, d'habitude, la juge va prendre le temps de regarder pour son jugement, mais elle a donné son jugement. Sur le banc? Oui. Oh, wow! Ouais. Et vous a donné raison? Elle nous a donné raison à 145 millions. 145 millions de dollars. Yeah. Comment on est arrivé à ce chiffre-là? On est arrivé à ce chiffre-là parce que, on pensait qu'il y avait 9000 victimes. On s'entend qu'il y en a plusieurs qu'on savait qui étaient décédés, surtout avec les années 90, le sida et tout. Après ça, on avait fait une grille qui différenciait, tu sais, si tu avais été arrêté une fois, si tu avais été interrogé, si tu avais été congédié. Après ça, si tu avais été psychologiquement affecté ou si tu avais été physiquement affecté. Alors, il y avait différents niveaux. Et là, c'était de publiciser ça pour que le plus de monde le voit, même la personne qui est dans une cabine dans le fin fond des bois, sur des journaux papier, des journaux électroniques, partout, pour que les gens puissent appliquer. Finalement, il y a 800 personnes qui ont appliqué. Il y en a moins que qu'est-ce qu'on aurait pensé qui aurait appliqué. Mais on en a eu beaucoup aussi après. C'est ça qui est triste. Parce que quand le recours collectif est fini, si tu arrives après, on ne peut pas rien te donner. Tu as eu des gens aussi qui sont arrivés après. Ça, c'est très triste. Je trouve ça très difficile. Mais la loi, c'est la loi. Là. On n'a pas... On n'a pas fait attendre. Mais il y a eu aussi, après ça, les excuses. C'était-tu après ou avant? Avant. Les excuses étaient comme... tu sais, c'était ensemble. Tu avais les excuses et le redressement. Mais les excuses, là, on s'entend, je ne vais pas te dire comment t'excuser. Ça, c'est quelque chose que toi, tu dois t'occuper. Oui. C'est ça qu'ils ont fait. Alors, ils nous ont demandé des noms, même Marie-Laure Leclerc, qui est une avocate de chez Des Grands Prix, qui fait partie de la communauté, puis qui est à la Fondation Émergence, a fait partie du comité pour monter les excuses. Et les excuses sont arrivées en 2017, novembre 2017. Le recours collectif a été finalisé en juin 2018. Oui. Mais pour donner la vraie histoire, c'est que les excuses arrivaient un mardi, puis on s'est entendu le lundi pour le 145 millions et tout. Il y a eu une entente avant qu'il y ait les excuses. Okay. Mais elles ont été finalisées en cours en juin 2018. Alors, Justin Trudeau se lève en chambre. Et ce sont des excuses, est-ce qu'on peut le dire, elles sont senties. Il a versé des larmes. Tu étais là. Comment tu as vécu ça? Bien, moi, j'étais très touchée. Là. J'étais là avec ma conjointe, mais je savais pourquoi il versait des larmes, parce que j'étais à côté de mon amie qui, elle, a vécu la purge, puis qui, en plus, a été violée. Et c'est ça l'histoire qu'on lui a donnée. Alors, lui, il est là en avant, puis il s'excuse pour ça, puis elle est là en avant de lui. Alors, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je comprends. Oui. Je peux comprendre qu'il a senti la douleur de tout le monde, qu'il a senti justement l'injustice qui avait été vécue, l'exclusion qui avait été faite. Il l'a senti, puis tu sentais qu'il l'a senti. Tu le sentais même quand il tournait la page. Là, oui. C'était sincère. Je sais que les gens ont remis en question souvent les larmes à ce moment-là, mais je pense que c'était sincère. C'était très sincère, oui. Est-ce que ça t'a aidé? Ces excuses? Tellement. Ça t'a aidé? C'est comme si, tu sais, t'as un rêve, là. Toute ta vie, t'as un rêve, là. Tu rêves à ça, que ça va se passer, ce moment-là. Je sais pas, tu sais, que tu retrouves quelqu'un que t'as perdu ou... tu rêves à ça, mais
tu dis, ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. Tu fabules, Martine, tu sais. Et ça arrive. Ça a été vraiment pour moi. Puis dans l'histoire qui était un peu triste, c'est que mon père est mort 1 mois avant. Sinon, il aurait été là. Il aurait été fier, je pense. Tellement fier. Tellement fier. Je suis sûre qu'il l'était, là, mais oui. Tu étais là avec ta conjointe. T'as des enfants maintenant, on en a parlé. Oui, 2 enfants. Comment est-ce que tu leur... Est-ce que tu leur as parlé de ça jusqu'à maintenant? Bien, un peu. Mon fils comprend, ma fille un peu, mais ils sont pas encore, ils ont 8 ans et 10 ans. Ouais. Mon fils avait 2 semaines quand on a eu les excuses. Wow. Ça, c'était quelque chose. Je vais toujours me rappeler aussi ma fille. Quand on était à la Cour suprême à Ottawa, et on se rend toutes à la cour et tout ça, puis on pense que ma conjointe peut venir avec ma fille, tu sais, puis être enceinte de mon fils à ce moment-là. Et finalement, ma fille, elle se met à chanter « Oh, MacDonald had a farm at a farm ». En pleine cour. Oh, MacDonald en plus, tu sais. Mais j'imagine que les juges ont été quand même assez compréhensifs. Mais on est obligé de les faire sortir, là, parce que ça reste quand même une cour, tu sais. En plus, elle a choisi la chanson, tu sais. Oh, peut-être qu'elle va être une petite tannante comme toi, ça se peut-tu? Non, oui, elle l'est déjà. Je me permets parce que je pense que c'est de la taquinerie fait du bien ici. Martine, tu parles de ta conjointe. Je ne veux pas rentrer dans ta vie privée, mais vous êtes ensemble depuis combien de temps, là? Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Ça va faire 9 ans qu'on est mariés. Mais on s'est connus en 98. Ah oui? Tu comprends? Alors, ça fait 27 ans qu'on se connaît. Je l'ai connue au Nouveau-Brunswick. Elle était mon amie avant qu'on pense qu'on puisse être ensemble. Oui, puis on s'aime beaucoup. On se comprend beaucoup aussi. Surtout parce que je comprends bien le Nouveau-Brunswick, y avoir vécu, puis on y retourne, sa famille est là-bas. Mais aussi, elle amène une spiritualité qui est vraiment différente. Elle est autochtone. Pour moi, c'est vraiment spécial. Elle est membre de bande. Mes enfants sont membres de bande aussi. Ils appartiennent à la communauté de Tobic, qui sont les Malicites. Et c'est vraiment important chez nous, tout ce qui est la spiritualité, puis aussi de sortir un peu du colonialisme. Hein? Ils ont été colonisés, on essaie de décoloniser notre famille. Aujourd'hui, tu es la présidente du Fonds Purge Canada LGBT. C'est quoi ce fonds-là? Qu'est-ce que c'est, le mandat et tout ça? Bien, c'est ça. Et moi, tu sais, l'idée de demander des excuses, comme je t'ai dit, c'était vraiment important. Après ça, c'était important de faire un redressement, tu sais, des gens, de leur donner un montant d'argent. Mais comment on fait pour en parler? Parce que encore aujourd'hui, là, j'arrive dans des rencontres, les gens n'en ont jamais entendu parler. Comment on fait pour en parler? Puis comment on fait pour pas retourner là? Parce que si on en parle correctement, on va pas retourner, on va pas faire la même chose. Tu sais, on est complètement abasourdi qu'on ait fait ça, on va pas le refaire. Donc, on s'est fait une mission et on a demandé des fonds pour ça. Et la mission, c'était de faire un monument. Le premier monument de LGBTQ+, au Canada, qui va être à Ottawa. J'aurais aimé Montréal, mais bien, c'est dans la capitale. Et on a une exposition avec le Musée des droits humains, qui est Amour dangereux, qui vient de remporter le prix de la gouverneure générale comme meilleure exposition. Alors ça, c'est vraiment génial. On a fait une médaille aussi. C'est sûr que c'est pas la médaille que les gens auraient aimé avoir, mais on a fait une médaille avec les couleurs de la fierté, du premier drapeau de la fierté qui a été donné à tout le monde. Fonction publique, GRC, armée. Après ça, on a fait un état des lieux. Ça, c'était mon bébé à moi. C'était le plus important. C'est comment ça va en ce moment dans le fédéral, puis quelles sont les recommandations qu'on pourrait faire pour changer les choses. Puis ça a été pris vraiment, le gouvernement l'a pris. Ils sont tout en train de l'instaurer, anciens combattants, un peu partout. Et aussi des filières, comme on était allé chercher 35 000 archives. Si tu vas sur le portail du Fonds de la purge LGBT, ils sont tous indexés. Il y a de tout. Il y a même des communications de Pierre Elliott Trudeau, de Pierre Falardeau, qui parle à Pierre Elliott Trudeau en 1973 pour lui dire « Hey, il y en a des homosexuels, pourquoi vous faites de la discrimination? » Alors, c'est vraiment un cadeau là, qu'on offre à la société. Et aussi, on a fait aussi des dons, des grants
Donc, à McGill, tu as un fonds pour les gens en droit, qui étudient sur les LGBT. On a donné un fonds. On a donné un à Toronto aussi. On a aidé pour les archives lesbiennes, le livre, le gros livre. On a aidé là-dessus. On a aidé à Corps Fantôme. On a aidé à... Corps Fantôme, la pièce de théâtre absolument géniale qui a été présentée par Duceppe ici à Montréal sur la répression policière des années 80, 90, 2000. C'est vraiment pas... C'est pas rien, puis je trouve que c'est une œuvre qui va rester. Tellement. Oui. C'est très, très, très bon. Puis moi, j'étais très fière qu'on puisse collaborer. On essaye d'être un peu partout, puis on essaye justement de faire parler de nous. Et là, il nous reste un gros morceau qui est le monument et qui va être livré en août 2026. Alors là, il est en train de monter. Là, j'ai des photos de la structure et tout. Là, c'est vraiment... Ça, c'est très, très, très excitant, là. Donc, c'est ça le fond de la purge LGBT. Donc, on a monté un conseil d'administration qui n'est pas un conseil qui se renouvelle, qui n'a pas de membres, rien. On ne fait pas aucune demande d'argent. Et c'est des victimes, des gens qui ont vécu la purge. Genre, une personne de la GRC, une personne de la fonction publique, tu as un avocat, tu as aussi 1, 2, 3, on est 3. 2 qui ont fait le recours collectif de la purge. On est 3 militaires qui font partie du fond. Puis il y a eu effectivement aussi un documentaire qui a été fait sur la purge, la sombre histoire, avec Pimiento. Ça aussi, je pense que ça t'a mis beaucoup de l'avant, puis ça a mis beaucoup la cause de l'avant. Ça, c'était vraiment génial parce que c'est justement Nathalie Derry, qui est de notre communauté, qui a entendu parler de tout ça, qui a dit hey, « Moi, je veux faire un film là-dessus », qui a réussi à convaincre Radio-Canada pour faire La Purge. Et après ça, quand on a vu le succès que ça donnait, on a accepté, nous, le fonds, de donner un montant d'argent pour la faire pour le cinéma, une plus longue version. Alors, c'est ça qui a été montré, justement, qu'on a vu à Cinémania et tout ça. Et tu as aussi The Fruit Machine, mais qui est aussi traduit en français, qui est un autre documentaire. Tu as des livres aussi qui sont en train de... Il y en a qui ont sorti, puis il y en a un que moi, je vais travailler dessus incessamment. Alors, malgré tout ça, tu as quand même... Parce que là, toi et moi, on a à peu près le même âge, et puis tu es encore active dans la communauté, tu fais encore dans les communautés, tu es encore impliqué. Qu'est-ce qui te motive tant que ça? Mes enfants me motivent beaucoup présentement. Tu sais, j'ai laissé le travail, c'était trop. Oui, on parlait de la TD. Ouais. C'était une belle job quand même parce que tu avais la responsabilité de verser de l'argent aux communautés, mais c'était quand même, je te voyais aller, tu étais de boileau du pays continuellement. Oui, mais c'est ça, c'était beaucoup avec le fond de la purge et tout ça. Et on vieillit. Puis je commence à avoir des problèmes de santé. Alors, j'ai décidé de prendre une pause puis je suis comme en pré-retraite. Mais en même temps, j'ai un support médical. Alors là, je suis en train de me... Tu sais, kinésiologie, physiothérapie... Tu nous inquiètes, t'es correct, là. Ergo, oui, mais... Tu sais, à un moment donné, il faut se prendre en charge. Puis c'est mieux la prévention. C'est aussi ça, là. Je commençais à être un peu fatiguée. Il était temps pour moi de prendre un peu de recul, surtout du côté corporatif et tout. Puis, vraiment finir mon mandat du Fonds de la purge LGBT. Mais je suis commissaire aussi à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ça va faire 9 ans. J'arrive à la fin de mon mandat. Alors, ça aussi, là, c'est important. Tu ne vas pas renouveler, j'imagine? Non, je ne vais pas renouveler. Ça va être 2 mandats de 5 ans. Je pense que c'est assez. Puis je suis lieutenant-colonel honoraire aussi de la 34e brigade. Ça en fait beaucoup. Moi, je t'ai vu revêtir les habits, l'uniforme militaire, notamment lors du jour du souvenir, le 11 novembre. Puis, très grande émotion en toi. J'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos. Pourquoi ça vient de tant te chercher? Parce que j'ai toujours voulu me rendre là. Tu sais, quand t'es militaire, c'est des grades, c'est pas anodin. Tu sais, si tu montes dans la chaîne de commande, il y a toute une fierté qui vient avec ça, la fierté de défendre ton pays, la fierté de la camaraderie qui se passe et tout. Puis tu perds tout ça. Tu perds l'uniforme. Puis l'uniforme, c'est très... Tu sais, les gens, encore aujourd'hui, pour eux, c'est important, l'uniforme. Alors, pour moi, d'avoir retrouvé l'uniforme
Mais pas juste l'uniforme, le grade aussi. Je suis comme au grade que j'ai rêvé d'être. Et j'y suis. Puis, je peux influencer l'armée d'aujourd'hui parce qu'on a besoin d'une armée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais on a besoin d'une armée. Ne serait-ce que pour aider lorsqu'il y a des désastres. Hein? Tellement. Ouais. Alors, on a besoin de plus de monde. C'est une belle carrière. Les temps changent. Puis tout le travail que j'ai fait, justement, avec le Fonds de la Purge, moi, je travaille avec anciens combattants. Je travaille avec l'Armée canadienne. Je m'en vais présenter en février à l'Armée canadienne encore. Il y a tout un travail de fond qui est en train de se faire et qui aide justement à ce que si une fille ou un gars qui veut se joindre, qu'il ait moins peur qu'avant. Il y a un meilleur climat, c'est beaucoup plus sain. Mais tu es allé loin, tu es allé même en Europe, tu es allé aux Pays-Bas, en France pour les célébrations, justement, pour reconnaître la part de tous ces militaires qu'on a oubliés parce qu'ils ou elles étaient des communautés LGBT. Exact. On est avec le Fonds, on a payé des recherches sur la Première Guerre mondiale, puis on travaille sur la Deuxième, où on a retrouvé justement, au travers de lettres d'amour ou de lettres écrites. Ah ouais. Ouais, ça a été tout un... Moi, je pense que c'est important. Puis, qu'est-ce qui était vraiment important dans ça? C'est pas juste l'idée, on va aller là-bas. C'est que c'est anciens combattants qui ont organisé ça. C'était vraiment une visite. Puis, on était avec la ministre Petit-Pas Taylor qui était là. Alors, tu sais, c'était très formel. Oui. Oui, c'était vraiment un voyage merveilleux. J'ai été très privilégiée d'y aller. En tant que militante de longue date, je vais te ramener à regarder un peu ce qui se passe de nos jours. Il me semble que les temps ne sont pas aussi beaux qu'on aurait aimé qu'ils le soient, avec les discours de haine, les menaces. Comment vois-tu ça? Bien, c'est sûr que c'est très épeurant, inquiétant. Je pense que c'est là qu'il faut peut-être mettre nos différends de côté et s'allier plus que jamais dans nos communautés. On va en avoir besoin. Puis il y a des gens, tu sais, je veux dire, l'autre côté, ça va vraiment pas bien, puis eux autres, ils veulent s'en venir ici. Comment qu'on va faire? Il y a beaucoup d'LGBT, en fait, de LGBT des États-Unis qui veulent venir ici au Canada. Exact. Ouais. Comment qu'on fait pour les accueillir? Est-ce qu'on est capable? Tu sais, c'est vraiment une situation très particulière. Après ça, les gens ont peur maintenant de voyager. Les gens ont peur de sortir du pays. Ils ont peur d'aller aux États-Unis. Non, c'est vraiment inquiétant. Margaret Atwood, là, oui, avec la Service écarlate, c'est une dystopie, mais... oui. C'est ça. Je trouve que ça y ressemble beaucoup. Alors, tu sais, on a peur de ça. J'en parle souvent avec mon épouse et tout. Mais il faut pas arrêter. Il faut pas lâcher. Tu sais, je pense qu'on a encore, justement, du travail. On avait acquis. Ouais. Mais comme on dit, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. Ouais. Faut vraiment être très vigilant et vigilante. On arrive à la fin de l'entrevue, puis je pense que j'aimerais ça te poser la question. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. J'ai en attente de jugement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, attente de jugement. Je ne sais pas ce que c'est, non. Mais c'est un peu... c'est tannant. On parle du jugement là, dans l'affaire. Exact. Ça, c'est très... je suis un peu comme en hold, en attente, là, tu sais. Mais autrement, je vais très bien. J'ai repris du poids de la bête, je m'entraîne. J'ai recommencé à m'occuper vraiment beaucoup de moi, ce qui m'aide beaucoup. Et je m'occupe du fond. J'ai hâte d'avoir le monument et tout ça. Alors, tu vois, j'étais justement à Toronto. Là, je m'en vais à Ottawa. Et j'ai vraiment hâte de vous livrer ce monument-là. On a hâte de le voir. Ben, on a vu les maquettes. Il me reste juste une minute, mais j'aimerais te demander si tu avais un message aujourd'hui à envoyer aux jeunes personnes de nos communautés qui aimeraient peut-être ou qui songeraient peut-être aller dans les forces. Bien, c'est ça. Allez-y, venez-en. Même, venez me parler si vous voulez, ça va me faire plaisir. C'est vraiment le temps. C'est jamais été le meilleur temps que ça. En plus, ils ont des meilleurs salaires. On va avoir un meilleur armement, des meilleurs outils, tout ça. Puis, il y a quelque chose là-dedans, il y a une camaraderie là, qui est
qui est vraiment spécial dans l'armée. Joignez-vous, ça vaut la peine. Ben, gros merci. Martine Roy, merci infiniment. Bravo, le courage, l'engagement et surtout avec la purge LGBT. On apprécie ça, tout le monde. C'était donc Affirmation avec Martine Roy. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. Je fais la recherche et j'anime cette balado-diffusion et émission de radio. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde.